Depuis toujours, le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles galvanisent l'imaginaire de l'homme et alimentent toutes sortes de mythes. C'est pourquoi l'astronomie, l'étude des astres, est sans aucun doute la plus vieille discipline scientifique du monde. Le plus surprenant, c'est que cet intérêt pour l'astronomie a apporté bien plus à l'humanité que ce que l'on peut imaginer. L'étude des astres a permis l'émergence de nouvelles idées qui, le plus souvent, ont ensuite contribué au développement des autres sciences. Je suis professeur de physique à l'université du Surrey en Angleterre. Les idées et les théories des grands scientifiques européens tels que Galilée, Newton ou Einstein sont depuis toujours au cœur de mes travaux de recherche. Mais ce n'est pas la seule facette de mon identité. Je suis aussi irakien par mon père et je rêve d'explorer le passé dont on m'a tant parlé lorsque j'étais sur les bancs de l'école à Bagdad. Je veux repartir sur les traces de ces grands astronomes du Moyen-Âge musulman, dont les travaux ont été déterminants pour les scientifiques européens qui leur ont succédé. C'est pourquoi je me suis lancé dans un périple à travers la Syrie et l'Égypte, jusqu'aux lointaines montagnes du nord de l'Iran, pour découvrir comment et pourquoi les découvertes de ces astronomes musulmans ont pu avoir un tel impact sur le développement des connaissances scientifiques. Au cours de ce voyage, je comprendrai pourquoi ils ont été les premiers à remettre en question les postulats de la Grèce antique sur le mouvement des astres autour de la Terre. L'islam a ouvert la voie à l'un des plus profonds changements de l'histoire de la science. Je me trouve à l'université de Padoue, dans le nord de l'Italie. C'est ici que se trouve la preuve irréfutable que l'une des plus grandes avancées de la science européenne repose en fait sur les travaux des érudits musulmans. L'astronome Luisa Pigotti me conduit jusqu'au sommet de cet observatoire datant du XVIIIe siècle. En haut se trouve selon elle l'un des ouvrages les plus importants de toute l'histoire de la science. Voyons ce qu'on a ici. C'est la deuxième édition du Revolutionibus. Voici De Revolutionibus Orbium Celestium, un ouvrage publié en 1543 de l'astronome polonais Nicolas Copernic. Ce livre est d'une importance majeure. Pour la première fois depuis l'époque de la Grèce antique, Copernic développe l'idée que toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. Pourtant, tout le monde avait une vision bien différente des choses depuis des milliers d'années. À l'époque, on pensait que la Terre était immobile et que les étoiles, le Soleil et les autres planètes tournaient autour d'elle. Et là, on voit tout son système solaire. Ah, et voilà, Sol, le Soleil. Ce dessin est très célèbre. Là, on voit la Terre, Terra, Avec la Lune. avec la Lune qui tourne autour. Ce livre est une œuvre majeure. Pour bon nombre d'historiens, il a marqué le début d'une véritable révolution scientifique en Europe. Il représente une première étape cruciale dans l'évolution qui a mené à la physique moderne. Je suis tout à fait d'accord. Toutefois, je trouve un peu étrange qu'aujourd'hui, personne ne parle d'écrire cet ouvrage. Comme si toutes ces idées sortaient de nulle part. Pour moi, c'est donc comme une révélation, lorsqu'il indique de façon explicite qu'il s'est très largement basé sur les données d'observation d'un astronome musulman du IXe siècle, un savant originaire de Damas nommé Al-Battani. Comme tous les grands scientifiques de l'islam médiéval, Al-Battani appartenait à une culture interdisant l'art figuratif. Seuls quelques portraits postérieurs à son époque permettent d'avoir une idée de ce à quoi il ressemblait. Ici, il mentionne
Hipparque, Calype, Ptolémée et bien d'autres. Et il fait aussi allusion à quelqu'un qu'il appelle Macométie Aracensis, autrement dit Al-Batani. D'accord. Et dans le deuxième livre? Dans le deuxième livre, on peut regarder le début qui est en latin. En fait, Copernic s'est très largement inspiré des observations d'Al-Batani sur la position des planètes, du Soleil, de la Lune et des étoiles. C'est grâce à des traductions latines comme celle-ci qu'il a pu exploiter les données de l'astronome syrien. Kitab al-Zij al-Sabi. Ce sont les Zij de Batani, ces tables des positions planétaires. Il y a l'arabe. Oui, l'arabe. L'arabe d'un côté. Et le latin de l'autre. Très pratique. De toute évidence, il s'est servi des données d'observation d'Al-Batani. L'ouvrage de Copernic regorge d'allusions comme celle-ci à d'autres sources anciennes. Bien qu'Al-Batani soit le seul astronome musulman nommément cité par Copernic, de récentes recherches ont prouvé qu'il s'était également largement inspiré des travaux d'autres érudits de l'empire arabo-musulman. L'exemple le plus flagrant est l'utilisation par Copernic d'un principe mathématique découvert au XIIIe siècle par l'astronome et-Toussi, appelé le couple d'et-Toussi. De retour en Angleterre, je compare une copie de l'ouvrage Al-Tazkira fil ilmil el-Haya d'et-Toussi avec une autre édition du Revolutionibus de Copernic. Dedans se trouve le schéma du couple d'et-Toussi, et on retrouve presque exactement le même dans le livre de Copernic, à tel point que ce sont les mêmes lettres qui marquent les points sur les cercles. Sur la figure d'et-Toussi, on trouve le alif arabe qui correspond au A. Il y a un ba qui correspond au B, un jim ici qui correspond à notre J, et au centre un dal, c'est-à-dire D. Ce sont des similitudes très frappantes. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais cette preuve semble tout de même irréfutable. Pour ma part, je suis intimement persuadé que Copernic s'est effectivement inspiré des travaux d'et-Toussi et des autres astronomes musulmans. D'autres recherches ont également montré que les éléments mathématiques utilisés par Copernic pour calculer le mouvement des planètes étaient étrangement similaires à ceux développés par un astronome musulman du XIVe siècle, le Syrien Ibn al-Shatir. Pour certains historiens, ce n'est pas une coïncidence. C'est un avis totalement personnel, je n'en ai pas la preuve formelle. Mais pour moi, il semble, quand on analyse les travaux de Copernic, il semblerait qu'il travaillait à partir de schémas. Quelqu'un lui avait fourni les figures géométriques effectuées par Ibn al-Shatir pour résoudre le problème de la Lune, pour résoudre le problème des autres planètes ou encore celui du mouvement de Mercure. Il disposait de ces schémas et il a été suffisamment brillant pour réussir à les exploiter et mettre au jour la théorie qui se cachait derrière. Ces idées venaient donc bien de quelque part. Il semblerait que les travaux de Copernic soient bel et bien le fruit de 500 ans de recherche menées par les astronomes musulmans. C'est pourquoi j'ai voulu exhumer ce passé pour en apprendre davantage sur ces savants et leurs théories. Mais avant de partir sur leurs traces, je dois d'abord trouver la réponse à une question fondamentale. Pourquoi ces érudits musulmans s'intéressaient tellement à l'astronomie ? Voici la grande mosquée des Omeyyades de Damas, la capitale syrienne. C'est l'une des plus anciennes mosquées du monde. Ce que je m'apprête à découvrir ici est un véritable trésor. D'après le livre, il y aurait ici un cadran solaire au sommet du minaret à la russe, le minaret de la fiancée qui est là. Donc on va aller voir si c'est vrai ou pas. Je suis en compagnie du docteur Rim Turkmani, une astrophysicienne spécialiste de l'astronomie médiévale à l'Imperial College de Londres. Nous sommes à la recherche de l'un des cadrans solaires les plus précis du Moyen-Âge. Je suis d'autant plus impatient qu'il a été justement conçu par l'un des astronomes musulmans dont Copernic s'est si largement inspiré pour ses travaux
Ibn al-Shatir. D'après les autorités de la mosquée, le cadran aurait été retiré au XIXe siècle. Mais d'après les recherches du docteur Turkmani, il en existerait une réplique exacte cachée au sommet de l'un des minarets. Nous ne sommes pas sur les traces de l'Arche d'Alliance. Mais l'idée de redécouvrir un objet vieux de 150 ans est tout de même assez troublante. Vous reconnaissez quelque chose? Je vais regarder là. On va regarder ailleurs. Mesurer le temps de façon très précise est essentiel pour les musulmans. Conformément au commandement du Coran, les croyants doivent effectuer 5 prières par jour à des horaires très précis. Une au lever du soleil, puis une à la mi-journée, une dans l'après-midi, une au coucher du soleil et une dernière lorsqu'il fait nuit. Depuis la naissance de l'islam, les cadrans solaires ont donc toujours été des objets indispensables dans les mosquées. Il est là, je l'ai trouvé. C'est vrai, ça y est? Il est là, regardez. Exactement comme il est décrit dans le livre. Il était caché par le pilier. Pas étonnant qu'il ne sache pas où il était. Il est recouvert de fientes d'oiseaux. C'est plein de fientes. Oui, Tenez, super, merci. essayez avec ça. Donc on a 3 cadrans solaires. Le grand, c'est le principal, et il y a le cadran nord et le cadran sud. Il y a une ligne ici pour la Salat Ezour, la prière de la mi-journée. Et il y en a une autre pour la prière de l'après-midi. Ibn al-Shatir a calculé la position de ces lignes de façon à ce que le cadran indique l'heure exacte tout au long de l'année, même lorsque la durée des journées changeait. De cette façon, ils avaient un chronomètre. C'est très important. Donc il s'asseyait ici, il regardait l'ombre. Et quand c'était l'heure de la prière, il le signalait au muezzin pour qu'il commence son appel à la prière. La précision à la minute près du cadran solaire d'Ibn al-Shatir prouve que dans l'Empire islamique, les savants observaient les corps célestes de façon extrêmement méticuleuse. Je commence maintenant à comprendre pourquoi Copernic a pu si largement s'inspirer des travaux de ses prédécesseurs musulmans. Ils sont parvenus à établir des protocoles de mesure astronomique d'une incroyable précision. Ils ont calculé la taille de la Terre avec seulement 1% de marge d'erreur et conçu des tables trigonométriques allant jusqu'à 3 décimales. Plus tard, je retrouve le docteur Rim Turkmani sur le mont Kasyoun, qui domine Damas, pour qu'elle me parle de l'astronome musulman qui a réalisé ces observations très précises. Je veux en savoir davantage sur l'homme à l'origine des tables astronomiques et des données auxquelles Copernic fait explicitement référence dans ses travaux Al-Battani. Al-Battani est né en 858 dans le nord de la Turquie. Observer le ciel pour obtenir les mesures astronomiques les plus précises possibles était pour lui une véritable obsession. L'histoire raconte qu'Al-Battani avait l'habitude d'observer le ciel depuis cette montagne. C'était son observatoire. À partir de 877, Al-Battani se consacre à un projet qui lui prendra plus de 40 ans. D'abord depuis son observatoire de Raqqa, puis de celui de Damas. Il va observer le ciel pour tenter de déterminer la durée exacte d'une année orbitale. Voici une copie du manuscrit original. Je vais vous montrer le chapitre qui explique comment il a procédé pour calculer la durée de l'année. C'est le chapitre 27. D'abord, il commence par citer les données obtenues par les Égyptiens et les Babyloniens, et il donne le résultat auquel ils étaient arrivés.
Les prédécesseurs d'Al-Battani avaient calculé qu'une année durait 365 jours, 6 heures et un peu plus de 10 minutes. Pour affiner ce calcul, Al-Battani va certes utiliser son ingéniosité, mais aussi cet objet, une sphère armillaire. Cet appareil lui permettait de mesurer les variations de l'ombre au cours de l'année. Grâce à ces informations, il a pu déterminer le jour précis de l'année où le jour et la nuit durent exactement le même laps de temps. Autrement dit, un équinoxe. Et il a ensuite refait les mêmes mesures pendant 40 ans. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Il a ensuite consulté un manuscrit grec écrit 700 ans plus tôt et noté à quelle date précise de l'année son auteur avait lui aussi situé l'équinoxe. Il disposait ainsi de 2 données essentielles. Le nombre de jours entre les 2 observations, mais aussi le nombre d'années. Il a donc divisé le premier nombre par le second pour finalement arriver à un résultat surprenant. Une année dure 365 jours, 5 heures, 46 minutes et 24 secondes. Il a obtenu un nouveau résultat et il n'avait que 2 minutes d'écart avec les observations modernes. 2 minutes, la durée de l'année à 2 minutes près. Tout à fait. Le plus surprenant, c'est qu'Al-Battani ait pu arriver à un résultat aussi précis alors qu'il n'avait pas de télescope. Les seuls outils dont il disposait étaient une sphère armillaire, ses yeux et un astrolabe semblable à celui-ci. On bouge le pointeur comme ça, ensuite on pointe l'Alidad vers l'étoile du Nord. Et ces petits pointeurs vont ensuite donner la position des autres étoiles et des planètes. Malgré des outils rudimentaires, on trouve dans les travaux d'Al-Battani un schéma extrêmement précis prouvant qu'il a trouvé une obliquité de la Terre inférieure à 24 degrés, c'est-à-dire environ un demi-degré de différence avec nos données modernes. Et il ne s'est pas arrêté là. Il va réussir à mesurer les variations du diamètre solaire avec une telle précision qu'il va en arriver à une étonnante conclusion. La distance que l'on appelle apogée, et qui correspond au point de l'orbite du Soleil le plus éloigné de la Terre, varie en fait d'une année sur l'autre. Les tables d'Al-Battani sur la position du Soleil et de la Lune, auxquelles Copernic fera référence quelques 600 ans plus tard, vont également définir de nouveaux standards de précision. Al-Battani et ses confrères musulmans étaient donc bel et bien d'excellents observateurs. Et après, me direz-vous? Eh bien, leurs observations vont peu à peu les mener à se demander si la théorie des érudits grecs qui prévaut à l'époque, selon laquelle tous les astres tournent autour de la Terre, ne devrait finalement pas être remise en question. Ce postulat scientifique, communément admis depuis plus de 700 ans, se base principalement sur les travaux de l'un des plus grands astronomes de la Grèce antique. Claudius Ptolémaeus, ou Ptolémée, était un astronome grec qui vivait à Alexandrie au IIe siècle. Il a écrit l'un des textes les plus importants de l'astronomie, l'Almageste, un ouvrage qui reprend toutes les connaissances des savants grecs de l'époque sur le monde céleste. Ptolémée croyait que le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles étaient placés sur des sphères de cristal qui tournaient autour de la Terre. La Lune était sur la sphère la plus proche de la Terre, puis venait celle du Soleil et des autres planètes. Et enfin, il y avait une dernière sphère sur l'extérieur où l'on trouvait toute une série d'étoiles. Nous, les êtres humains, étions donc au centre de l'univers, et tous les astres étaient en rotation autour de la Terre. Mais Ptolémée va lui-même se rendre compte que cette vision mathématiquement idéalisée d'un univers organisé en sphères parfaitement concentriques n'est pas sans poser quelques problèmes. Notamment en ce qui concerne le mouvement circulaire des planètes. Lorsqu'elles bougent dans le ciel étoilé, leur vitesse est irrégulière. Elles apparaissent plus ou moins grosses et font même parfois un tour sur elles-mêmes. Ptolémée va tenter de justifier ce phénomène en expliquant que les planètes sont en fait installées sur des petites sphères appelées épicycles, qui elles-mêmes tournent le long d'une plus grosse sphère, appelée le déférent. Selon lui, c'est ce qui explique pourquoi on a l'impression qu'elles changent de taille, mais aussi qu'elles changent parfois de direction. Malheureusement, cette théorie n'est pas totalement convaincante.
Elle ne suffit pas à expliquer pourquoi le mouvement des planètes semble parfois plus ou moins rapide. Pour se dépêtrer de ce problème, Ptolémée va modifier son modèle du monde en ne centrant plus le déférent sur la Terre et en le faisant tourner autour d'un point excentré dans l'espace, l'équant. Mais les travaux des astronomes tels que Al-Battani allaient mettre en évidence les limites de la théorie de Ptolémée. Leurs observations méticuleuses suggèrent que même s'il existe bel et bien des déférents et un équant, le mouvement des astres ne correspond pas à cette vision de l'univers. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un astronome vivant à Bagdad et que vous vous retrouviez face à de tels résultats? La première chose que vous vous diriez, c'est « la théorie grecque n'est pas aussi infaillible qu'on le prétend ». Et donc, ils vont se dire, si les valeurs fondamentales de la tradition astronomique des Grecs sur lesquelles nous nous basions se révèlent être fausses, alors quelles sont les autres valeurs qui le sont aussi? Ils commencent alors à remettre en question les bases fondamentales de l'astrologie, les fondements de l'astronomie et de la cosmologie de la tradition grecque. Ils vont effectivement se poser de nombreuses questions. Ce qui est frappant lorsqu'on consulte les écrits des érudits musulmans du IXe siècle, c'est l'utilisation de plus en plus fréquente du mot « shukuk », qui veut dire « doute ». Ces érudits ont montré qu'il fallait parfois savoir remettre en question des idées auxquelles tout le monde croyait aveuglément. Les doutes des savants musulmans sur l'astronomie grecque ont marqué le début du long processus qui allait finir par infirmer la théorie selon laquelle la Terre était au centre de l'univers. Douter demande beaucoup de courage et d'imagination. Mais ce que prouve surtout cette remise en question du savoir grec par les astronomes musulmans, c'est que le doute, ou shukuk, est justement ce qui permet à la science d'avancer. L'un des premiers grands savants de cette période de doute s'appelle Ibn al-Haytham. Né en 965 de notre ère, il est originaire de Basra, en Irak. C'est l'un des premiers à avancer que les idées scientifiques ne peuvent être considérées comme vraies que lorsqu'elles reflètent la réalité et se vérifient d'un point de vue mathématique. Et lorsqu'il essaye d'appliquer ce rigoureux principe à l'astronomie de la Grèce antique, il comprend immédiatement qu'elle repose en réalité sur une contradiction fondamentale. D'un côté, la cosmologie grecque prétend que tous les corps célestes tournent autour du Soleil. Et de l'autre, Ptolémée prétend dans son Almageste que si l'on veut prévoir de façon mathématique les mouvements du Soleil et des étoiles, il faut d'abord considérer qu'ils tournent autour d'un point arbitraire, le fameux équant. Ces deux affirmations se contredisent. Les astres ne peuvent pas être à la fois en rotation autour de la Terre et autour d'un point excentré. Pour Ibn al-Haytham, tout ceci n'avait strictement aucun sens. Au début du XIe siècle, il écrit un ouvrage intitulé Al-Shukuk, Al-Batlamius, doute concernant Ptolémée. Dans ce manuscrit, il dissimule difficilement sa frustration et écrit « Le système de Ptolémée ne peut pas exister ». Ibn al-Haytham se dit « Tout ça est d'une totale absurdité. On ne peut pas accepter une telle théorie. » Et il va plus loin en disant « Il ne s'agit pas d'une erreur. Ptolémée savait très bien que c'était une absurdité. » Et il souligne les points qui avaient embarrassé Ptolémée lorsqu'il a construit sa théorie. Pour lui, il y a un problème fondamental dans ce raisonnement. Les Grecs savaient, Ptolémée savait qu'il partait dans une mauvaise direction. Mais pour autant, Ibn al-Haytham n'avait rien d'autre à proposer. Et il laisse entendre par là, aux autres maintenant de proposer mieux, aux autres de résoudre ce problème. Et pour moi, c'est ce qui a orienté les recherches de tous les astronomes qui allaient lui succéder. Pour mener à bien un tel projet, il fallait être convaincu, il fallait être totalement convaincu qu'il était possible de définir des modèles mathématiques très précis sur le mouvement des planètes et des étoiles qui correspondent vraiment à ce qui se passe dans le ciel. Ibn al-Haytham vient de lancer un défi aux astronomes qui vont lui succéder.
Ils devront trouver une explication au mouvement des astres qui à la fois se vérifie d'un point de vue mathématique et qui correspondent à leurs observations. C'est finalement Copernic et les autres astronomes européens qui apporteront la réponse à cette question. Mais une avancée fondamentale a cependant lieu un peu plus tôt. C'est au sommet de cette montagne, dans le nord de l'Iran, qu'avait élu domicile l'autre grand savant musulman qui allait influencer les travaux de Copernic, Nasir ed-Din et-Toussi. Il réussit à combler les lacunes de la théorie de Ptolémée, ce qui va totalement remettre en question la vision géocentrique de l'univers et marquer le début d'une nouvelle ère scientifique. Voici la forteresse d'Alamout, où et-Toussi s'était installé. Pendant de nombreuses années, cette forteresse a abrité une secte musulmane, celle des Ismaéliens. C'est un très beau lieu pour se retirer. Cette citadelle était au centre du mouvement ismaélien. Pas étonnant que et-Toussi ait choisi de s'installer ici. Et il n'était pas le seul. De nombreux autres érudits vivaient ici. Apparemment, il y avait une bibliothèque. C'était une forteresse militaire, mais aussi un lieu d'étude. Ici, c'est la porte principale, la porte nord de la forteresse d'Hassan ibn al-Sabah. De récentes fouilles archéologiques ont révélé la présence sous la citadelle de tout un dédale de pièces et de salles d'études taillées dans la pierre, mais aussi d'une mosquée et d'habitations où vivait cette extraordinaire communauté de scientifiques et de militaires. Nous voici dans la cour de la mosquée. C'était le centre des quartiers de la garnison du château. C'est dans ces galeries étroites que et-Toussi commence la rédaction de son livre des Choukouk, son livre des doutes, Al-Tazkira, ou Mémoire sur l'astronomie. Dans cet ouvrage, il trouve la solution au premier problème soulevé par Ibn al-Haytham, à savoir comment éliminer l'écoin de Ptolémée. Au lieu de considérer une sphère en rotation autour d'un point quelconque dans l'espace, et-Toussi imagine un couple de cercles imbriqués en rotation sur eux-mêmes, ce qui n'implique plus la nécessité d'un écoin. Ces deux cercles imbriqués resteront connus sous le nom de couple de Toussi, un modèle mathématique que l'on retrouvera 300 ans plus tard dans les travaux de Copernic. Une fois résolu le problème de l'écoin, et-Toussi va tenter d'achever ce que son prédécesseur, Al-Haytham, a commencé 200 ans plus tôt. C'est-à-dire définir un système mathématique et cohérent du mouvement des astres. Mais pour y parvenir, il doit pouvoir exploiter de meilleures données d'observation, ce qui nécessite un équipement plus important et plus performant que celui dont il dispose à Alamout. Survient alors un événement qui va bouleverser la vie d'et-Toussi. L'invasion mongole. Déferlant de l'Est, Oulégou Khan et son armée envahissent l'Iran, détruisant tout sur leur passage. En 1225, les Mongols atteignent la forteresse d'Alamout et tentent de s'en emparer. Et-Toussi va alors déployer des trésors de diplomatie qui vont lui permettre d'échapper au massacre, mais aussi de satisfaire ses ambitions scientifiques. Il va rendre visite au chef mongol et profiter de sa profonde croyance en l'astrologie. En prétendant qu'il serait capable de lui prédire l'avenir à condition de disposer d'un nouvel équipement, et-Toussi va réussir à se faire nommer astrologue personnel du Khan et à se faire construire à quelques centaines de kilomètres de là le plus grand observatoire qu'on ait jamais vu.
Voici tout ce qu'il reste aujourd'hui de l'observatoire de Maraga. Le principal instrument d'observation était caché sous le dôme de l'observatoire. Le nouvel observatoire d'Etoussi se composait d'un unique et immense bâtiment. À l'intérieur se trouvait un imposant arc en métal, une sorte de bras armillaire de 10 mètres de haut. Sur ses bords étaient inscrites les graduations des angles en degrés et en minutes. Les scientifiques alignaient l'astre qu'ils étudiaient avec un point situé au centre de l'arc. Il leur suffisait ensuite de lire les graduations pour connaître de façon précise la position exacte de cet astre dans le ciel. Le bâtiment principal était entouré de petits observatoires annexes, mais aussi de bibliothèques, de bureaux et d'habitations. L'observatoire disposait même de sa propre mosquée. C'est un peu frustrant qu'il ne reste presque plus rien de cet observatoire. Il faut vraiment avoir de l'imagination pour se faire une idée de ce à quoi il ressemblait à l'époque. Ce qu'Etoussi a construit ici n'était ni plus ni moins que le plus grand observatoire du monde. Et il l'est resté pendant 300 ans. Et, tout comme n'importe quel institut moderne de recherche international, cet endroit a accueilli les plus grands astronomes du monde, des savants venus de très loin, du Maroc et même de Chine. Il devait vraiment régner ici une véritable effervescence. Grâce à ce nouvel observatoire et à son équipe d'astronomes, Etoussi peut désormais poursuivre le rêve d'Al-Haytham. Tenter de définir un modèle planétaire plus cohérent que celui de Ptolémée. Ses confrères et lui vont d'abord s'attaquer aux mathématiques. En plus du couple de Toussi, ils inventent d'autres systèmes du mouvement des astres. Grâce à ces nouveaux systèmes, ils peuvent calculer de nouveaux modèles mathématiques correspondant au mouvement de la plupart des corps célestes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, mais aussi le Soleil et la Lune. Etoussi et l'équipe d'astronomes qu'il avait réunis autour de lui ont été à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution de Maraga. Une véritable révolution scientifique qui allait rendre totalement obsolète la vision de l'univers de Ptolémée. Ce qu'ont fait les savants et les astronomes comme Etoussi, c'est qu'ils sont parvenus à modéliser de façon cohérente l'astronomie d'un point de vue mathématique, et ce avec une exactitude sans précédent. Grâce à des instruments beaucoup plus précis que ce qui avait été construit jusque-là, pour prévoir à plus long terme le mouvement des planètes et des étoiles, ce que personne n'avait jamais réussi à faire jusqu'ici. C'est pourquoi quand on parle de Maraga ou Alamut, on peut à mon sens dire qu'il y a eu un véritable bond en avant en ce qui concerne le niveau et l'efficacité de l'astronomie mathématique. Mais il reste un problème à résoudre. Les nouveaux modèles se vérifient d'un point de vue mathématique et éliminent bel et bien la nécessité de l'écoin de Ptolémée. Mais ils continuent de placer la Terre au centre de l'univers. Ce qui complique inévitablement les descriptions du ciel données par les astronomes, puisqu'ils doivent considérer des épicycles, des déférents et des couples. Le cosmos ressemble alors à une sorte de boîte de vitesse géante. Il va falloir une bonne dose d'imagination pour franchir une étape supplémentaire dans cette aventure. Et cette nouvelle étape va être franchie à 3200 km d'ici. Pour moi, la dernière étape de la révolution de Maraga n'a pas eu lieu en Iran ou ailleurs dans l'Empire islamique, mais ici, dans le nord de l'Italie.
Grâce aux travaux des érudits musulmans, des hauts lieux de la science tels que l'université de Padoue abritaient déjà les prémices d'une nouvelle ère, celle de la Renaissance. De retour à Padoue, je comprends désormais pourquoi les astronomes musulmans ont été si importants pour les travaux de Copernic. Ils ont été pour lui une véritable source de motivation. Copernic est le premier Européen à partager l'aversion d'El-Haytham pour la cosmologie de Ptolémée. Il n'est donc pas le premier grand astronome d'une nouvelle tradition scientifique européenne, mais plutôt le dernier maillon d'une longue lignée d'astronomes musulmans. La plupart des modèles mathématiques complexes utilisés par Copernic pour établir son modèle planétaire héliocentrique, comme le couple de Het-Toussi, sont en fait un héritage des astronomes musulmans. Mais ce que Copernic doit surtout à ses prédécesseurs musulmans, c'est cette volonté profonde d'apporter une cohérence mathématique à la cosmologie. Les idées de Copernic vont marquer le début d'une ère d'avancées scientifiques qui déboucheront sur la découverte de la gravité par Sir Isaac Newton. Entre les mains de Newton, le rêve que caressait Ibn al-Haytham d'une astronomie rigoureuse et mathématique qui correspondrait aux observations expérimentales. Mais cette histoire pose deux questions fondamentales. Pourquoi le grand projet scientifique entamé par les astronomes musulmans s'est-il achevé en Europe et pas au Moyen-Orient? Et surtout, comment les connaissances des érudits musulmans ont-elles pu arriver jusqu'aux scientifiques européens? La réponse à ces questions se cache dans l'une des plus belles villes du monde. La reine de l'Adriatique, Venise. Venise a été bâtie sur une lagune au large des côtes italiennes. Isolée du continent, ses lois et ses traditions étaient différentes de celles du reste de l'Europe. Comme le disait si bien Shakespeare, ce qui caractérisait Venise, c'étaient ses marchands et les relations de longue date qu'elle entretenait avec les morts. À la fois convoitée et admirée par les Arabes, elle a parfois été la cible d'actes de piraterie et de pillage. L'histoire raconte qu'en 828, deux marchands vénitiens ont dérobé les ossements d'un grand saint chrétien qui était conservé à Alexandrie, la rivale de Venise. Ces ossements étaient ceux de l'évangéliste Saint Marc et ils ont été ramenés ici, à la place Saint-Marc. Le commerce avec les morts a apporté non seulement à Venise la prospérité, mais aussi une ouverture sur les idées et les coutumes venues d'Orient, comme me l'a montré le docteur Vera Constantini. On appelle cet endroit le Campo dei Mori parce que, comme vous pouvez le voir, aux quatre coins, on a des statues de ce qu'on appelait à l'époque les morts. Il y en a un autre là. Oui, il y en a un autre avec un turban. Le port de la barbe était recommandé aux marchands vénitiens, surtout quand ils devaient se rendre en Orient. Il y avait des manuels qui recommandaient aux marchands ce qu'ils devaient faire. Pour se fondre dans la masse. Exactement, pour leur apprendre comment se faire respecter en Orient. Avec l'intensification du commerce entre les Vénitiens et leurs voisins musulmans, l'influence de l'islam se fait de plus en plus forte. La tradition arabe du café devient par exemple extrêmement populaire. Tout comme les arcs et les ornementations caractéristiques de l'art architectural islamique. Je voulais aussi vous montrer le palais Mastelli, le palais du chameau. À l'époque où les Vénitiens commerçaient avec l'Orient, l'unité de mesure, le poids des marchandises que l'on pouvait charger sur un dromadaire était le carico. On utilisait exactement la même unité de mesure qu'en Orient, sauf que là-bas, on appelait ça le youk. Ce n'est Pas du tout. qu'ils aient importé cette unité. De mesure, tout à fait.
Ces liens commerciaux avec l'Orient allaient favoriser l'arrivée des livres arabes. Le célèbre ouvrage sur l'algèbre datant du 9e siècle d'Al-Khwarizmi sera traduit en latin au XIIe siècle. C'est également au cours de ce même siècle que les tables astronomiques font leur apparition. Le célèbre canon de la médecine d'Avicenne sera pour la première fois publié en Occident au XVe siècle. Cet afflux de nouvelles connaissances semble avoir coïncidé avec un grand bouleversement historique. Le centre névralgique du monde scientifique se déplace peu à peu de l'empire musulman vers l'Europe. C'est là qu'auront lieu les plus grandes avancées à partir du XVe siècle. Le professeur Angela Nuovo de l'université d'Udine m'a fait découvrir un objet symbolisant parfaitement ce bouleversement. Sa surprenante découverte apporte la preuve irréfutable de ce changement, mais permet aussi de mieux le comprendre. Il y a 20 ans, dans cette bibliothèque située sur l'une des îles de Venise, Angela a découvert le dernier exemplaire d'un livre vieux de 500 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est une immense découverte. J'étais vraiment très émue. C'était au mois de juillet, il faisait très chaud, un peu comme aujourd'hui. Il faisait même plus chaud. Et pourtant, quand je l'ai trouvé, tout d'un coup, j'ai eu très froid. C'était vraiment un moment inoubliable. Cet été-là, Angela a découvert la première impression du livre saint des musulmans, le Coran. C'est la première fois qu'elle a l'occasion de revoir cet ouvrage depuis qu'elle l'a découvert il y a 20 ans. Je suis très surpris que le premier exemplaire du Coran à avoir été imprimé l'ait été à Venise et non dans un pays de l'empire arabo-musulman. Dès la première lecture, je m'aperçois immédiatement qu'il a été imprimé par des gens ne maîtrisant pas complètement l'arabe. Ce qui me frappe, c'est que c'est écrit d'une façon... Je trouve que ça ressemble presque à une écriture d'enfant. Une écriture maladroite. Oui, c'est vrai. C'était la première fois qu'on essayait de reproduire l'écriture manuscrite avec des caractères mobiles. Et comme vous le savez, la langue arabe comporte de nombreuses formes de lettres différentes, puisque la forme de chaque lettre change en fonction de sa position dans le mot, mais aussi des autres lettres. Oui, évidemment. Par exemple, le mot zalika, qui signifie 7, eh bien là, le tiret devrait être sous le L, au lieu d'être au-dessus. Donc ils ont fait une faute. Au lieu d'écrire zalika, ils ont écrit zalaka. L'arabe n'était probablement pas la langue maternelle des gens qui l'ont imprimé. C'est sans doute pour cette raison qu'on trouve des erreurs dans le texte qui, bien sûr, sont considérées comme un péché. Évidemment, puisque pour les musulmans, le Coran est écrit dans la langue de Dieu, et donc on ne peut changer son texte. Si on le fait, c'est un péché. À votre avis, comment cela a-t-il été perçu quand cet ouvrage a été publié? On suppose, et je pense que c'est vrai, que ça a été un énorme échec du point de vue commercial. D'autant plus que les musulmans ont refusé l'imprimerie pendant des siècles. Il y a donc de fortes chances que tous les autres exemplaires de ce livre aient été détruits. C'est le seul exemplaire dont on dispose. C'est probablement le seul et l'unique exemplaire de ce Coran qu'il reste en Occident. Le fait que cette version imprimée du Coran n'ait pas réussi à séduire le monde musulman en dit long. C'est justement la précision de la langue arabe qui avait permis le développement des sciences dans l'empire arabo-musulman 800 ans plus tôt. Grâce à plus de 70 formes de lettres différentes et aux nombreux signes graphiques indiquant la prononciation et le sens des mots, elle avait permis à tous les érudits de communiquer à travers une seule et même langue commune. L'arrivée de l'imprimerie aurait logiquement dû faciliter la diffusion du savoir. En Occident, l'impression de livres en latin favorise effectivement un mouvement de renouveau scientifique. Mais à cause de ses nombreux signes et de sa graphie, l'arabe est beaucoup plus difficile à typographier que le latin.
ce qui freine considérablement la diffusion des écrits du monde islamique. Le rejet du monde musulman pour cette nouvelle technologie, qui est l'imprimerie, marque le début d'un véritable bouleversement dans l'histoire de la science islamique. L'Europe, elle, va à la fois bénéficier des connaissances de leurs prédécesseurs, mais aussi de cette nouvelle technologie. Galilée et ses semblables se trouvent désormais à l'aube de la Renaissance. Cette étape a marqué un tournant à la fois dans l'histoire de l'imprimerie vénitienne, qui était un secteur extrêmement puissant. On peut même dire qu'il était arrivé au maximum de son expansion, mais aussi dans l'histoire des relations culturelles, des relations en général entre l'Orient et l'Occident. Accepter l'imprimerie, ça voulait aussi dire accepter l'une des premières grandes innovations technologiques. Et c'est là que l'histoire des deux mondes va commencer à se séparer. Ce rejet de l'imprimerie est l'une des raisons pour lesquelles le monde arabo-musulman va peu à peu perdre sa supériorité scientifique au détriment de l'Occident. À la même période, le monde est en pleine mutation, ce qui a également des répercussions sur le développement scientifique. La principale raison de ce recul du développement scientifique est qu'à partir de la moitié du XIIIe siècle, l'empire arabo-musulman entre dans une phase de déclin. Il est en effet menacé de toutes parts par ses ennemis. Il doit notamment résister à l'invasion mongole venue de l'Est. En 1258, les Mongols envahissent Bagdad, la capitale de l'Empire. L'histoire raconte que pendant des jours, les eaux du Tigre et de l'Euphrate étaient noires à cause de l'encre de tous les livres qu'ils ont détruits. Mais l'Empire devait aussi résister à une menace venue de l'extrême ouest. L'Espagne musulmane, qui s'était déjà morcelée en plusieurs royaumes, devait maintenant faire face à une nouvelle menace venue du nord, celle d'une chrétienté réunifiée et déterminée à reconquérir son territoire. La reconquête du royaume d'Espagne par les chrétiens dure plusieurs siècles. Elle atteint son apogée au XVe siècle lorsque l'armée de Ferdinand II et Isabelle de Castille attaque Grenade. En 1492, le dernier bastion musulman tombe aux mains des rois catholiques. Après la reconquête, les chrétiens vont chercher à effacer toute trace de l'occupation musulmane et détruire les vestiges de cette civilisation. En 1499, ils feront brûler ici, sur cette place, tous les manuscrits arabes des bibliothèques de la ville de Grenade. Seuls quelques rares textes médicaux échapperont à la destruction. Et environ 100 ans plus tard, il ne reste plus aucun musulman en Espagne. Ils ont tous été tués ou chassés du royaume. À la même époque, les chrétiens de l'Europe de l'Est se lancent à la reconquête de la Terre Sainte et partent en croisade contre l'islam. Déterminés à imposer la chrétienté dans la région du Levant et à reconquérir la ville sainte de Jérusalem, les croisés lancent une attaque massive sur le nord de la Syrie. Ils prennent rapidement possession du château pour en faire une place forte. D'ici, ils vont ensuite marcher sur Jérusalem pour accomplir ce qu'ils estiment être leur mission. Face aux attaques de ses voisins, l'Empire s'effondre et se morcelle en plusieurs royaumes ennemis. Les Mamelouks, d'anciens esclaves, prennent le pouvoir en Égypte. Au XIIIe siècle, la dynastie berbère des Almohades contrôle le Maroc et l'Espagne. Et le nord de la Syrie et de l'Irak sont divisés en une multitude de petits royaumes. Mais pour la plupart des historiens, la principale raison de la fin de l'âge d'or de l'Empire arabo-musulman est un autre événement, survenu en 1492. Cette année-là, la géographie politique du monde est totalement bouleversée, lorsqu'un certain Christophe Colomb découvre les Amériques. Ce phénomène s'explique par la découverte du Nouveau Monde en 1492. La conséquence immédiate, c'est que d'énormes quantités d'or et d'argent vont venir remplir les coffres des familles royales de l'époque, qui vont ensuite avoir une politique impérialiste et établir des colonies un peu partout dans le monde. Développement scientifique rime donc avec puissance économique.
Au cours du XVIe et du XVIIe siècle, les richesses, le pouvoir et donc le renouveau scientifique vont se concentrer en Italie et en Espagne, puis en Grande-Bretagne. Au XVIIe siècle, l'Angleterre se retrouve au centre du commerce maritime avec les Amériques et peut se permettre d'investir dans la science. C'est pourquoi le premier grand ouvrage scientifique, Principes mathématiques de philosophie naturelle d'Isaac Newton, qui explique le mouvement des astres, n'a pas été publié à Bagdad, mais à Londres. Pour réaliser ces travaux, il lui fallait des données extrêmement précises qui avaient été récoltées dans le monde entier. Il lui fallait une sorte d'inventaire mondial de données d'observation et de relevés. Il lui fallait la hauteur des marées, la position des comètes et des planètes, le rythme du balancier des pendules. Bref, c'était un projet à l'échelle mondiale, un travail absolument pharaonique. Et bien entendu, bon nombre de ces observations, de ces modèles mathématiques, avaient été développés au départ par les astronomes musulmans d'Égypte, du Proche-Orient et d'Asie centrale. Mais les musulmans vont subir un autre revers. Les guerres, l'isolement politique et religieux, mais aussi la perte de leur monopole commercial, vont peu à peu avoir raison de la richesse des nations musulmanes, ce qui va se répercuter dans le domaine scientifique. Mais cela ne suffit pourtant pas à expliquer pourquoi les travaux des érudits musulmans sont tombés dans l'oubli. Il ne faut en effet pas oublier que lorsque les Européens commencent à coloniser le Moyen-Orient et l'Asie, ils contribuent activement à répandre l'idée que les civilisations qu'ils trouvent à leur arrivée sont moribondes et en plein déclin. Il semble que les Anglais et les Français ont eu du mal à admettre l'idée de coloniser et de soumettre des civilisations dont les connaissances et le savoir scientifique avaient pu être aussi avancés que les leurs. Ils se sont donc évertués à donner une certaine image du monde musulman. Grosso modo, leur discours était « oui, cette civilisation a connu un âge d'or, ils ont eu de grands érudits et de grands philosophes, mais aujourd'hui, ils sont en plein déclin ». D'une certaine façon, ce point de vue leur permettait de rendre leur expansion et leur colonisation beaucoup plus acceptables sur le plan moral. L'une des évolutions les plus intéressantes, à mon avis, dans l'histoire des relations entre les Européens, entre l'Occident et les autres cultures, c'est qu'il y a eu une sorte de renversement de situation qui a eu des conséquences énormes et catastrophiques parmi les Européens. En particulier, quand ils ont commencé à se demander en quoi ils étaient supérieurs aux autres civilisations. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient tendance à systématiquement considérer qu'ils étaient supérieurs au reste du monde. Donc, pendant très longtemps, tous les Européens, comme les Anglais par exemple, pensaient que leur supériorité résidait dans leur religion. Mais à partir du XVIIIe siècle, les choses commencent à changer. C'est-à-dire que les Européens ne vont plus considérer que leur supériorité réside dans leur religion, mais qu'elle réside dans leur niveau de connaissance scientifique et dans leur technologie. Un raisonnement qui va finalement donner naissance à la fameuse citation « Nous avons la mitrailleuse et pas eux ». Les Européens de cette époque voulaient bien plus ou moins admettre que par le passé, la civilisation musulmane avait par exemple effectivement été à l'origine de grandes avancées dans le domaine scientifique. Mais pour eux, cet âge d'or était terminé. Donc à leurs yeux, même l'astronomie musulmane et indienne contemporaine était perçue à tort comme étant très ancienne. Parce que si elles étaient très anciennes, ça voulait dire que les civilisations sur lesquelles ils prenaient le dessus étaient en plein déclin. Ce qui était tout à leur avantage. Pour certains spécialistes, les conséquences de cette vision des choses sur l'histoire de la science islamique se ressentent encore dans le monde musulman d'aujourd'hui. Le monde musulman et le monde arabe ignorent leur histoire, parce que cette histoire a été volontairement effacée pendant la colonisation. Et malheureusement, quand ils la redécouvrent aujourd'hui, ils ne la redécouvrent que par bribes. Voilà pourquoi aujourd'hui les grands observatoires des astronomes musulmans ne sont plus que des ruines. Et que tout le monde s'accorde à dire que l'Occident a été à l'origine des plus grandes avancées scientifiques de ces 4 derniers siècles.
Mais cela ne veut pas pourtant dire que le monde arabo-musulman n'ait plus rien à apporter à la science. Certains pays mènent aujourd'hui des recherches scientifiques très pointues. Je me trouve à l'Institut Royan de Téhéran, un institut qui mène des recherches sur les cellules souches, mais aussi sur les traitements contre l'infertilité et le clonage. Je suis très étonné que dans un État islamique comme l'Iran, des recherches dans des domaines aussi controversés que les modifications génétiques ou le clonage soient tolérées, et même financées par le gouvernement. On utilise ces cellules lorsqu'une partie du cœur ne fonctionne plus, ce qui peut mener à une insuffisance cardiaque. Dans ce cas-là, on va alors remplacer les cellules de la partie déficiente du cœur par les cellules que l'on a clonées. On utilise également le clonage pour créer des animaux, dont le lait pourra par exemple avoir des vertus thérapeutiques, de façon à ce que le malade puisse se soigner en buvant le lait de cet animal. Étant donné la levée de boucliers provoquée par le génie génétique au sein de la communauté chrétienne, j'ai été très étonné de constater qu'ici, à Téhéran, l'Institut dispose d'un imam pour conseiller et guider les scientifiques dans leurs recherches. Et ici, à l'Institut Royan, nous avons un comité d'éthique médicale et chaque projet de programme de recherche est au préalable examiné par ce comité. Nous étudions les différents aspects des projets touchant au génie génétique ou à la culture de cellules souches pour pouvoir déterminer si ces recherches sont justifiées ou non et si elles sont acceptables d'un point de vue éthique. Je ne suis pas suffisamment expert en génétique pour pouvoir évaluer la qualité de ces recherches. Mais une chose est sûre, ici je me sens comme un poisson dans l'eau. Quelles que soient les divergences politiques et culturelles que l'on puisse avoir avec la République islamique d'Iran, je me suis tout de suite senti comme chez moi dans ce laboratoire au milieu de mes confrères iraniens. Les hommes n'ont aucune prise sur les lois de la nature. Les scientifiques de l'islam médiéval l'avaient bien compris et ont parfaitement su l'exprimer à travers leurs travaux. Au IXe siècle, Al-Khwarizmi a synthétisé les connaissances de la Grèce antique et de l'Inde pour donner naissance à une nouvelle forme de mathématiques, l'algèbre. Le scientifique Ibn Sina a été le premier à répertorier et à rassembler dans un seul et même ouvrage toutes les connaissances médicales de l'époque, contribuant ainsi à la naissance de la médecine en tant que discipline. Dans les montagnes reculées d'Iran, des astronomes comme Et-Toussi ont ouvert la voie aux scientifiques occidentaux qui utiliseraient leurs travaux des centaines d'années plus tard. La quête acharnée des scientifiques musulmans pour la vérité, quelle que soit son origine, est parfaitement résumée par Al-Kindi, un philosophe du IXe siècle qui a écrit « Nous ne devons pas avoir honte d'admirer la vérité et de l'accueillir d'où qu'elle vienne, car il n'y a rien de plus important pour celui qui cherche la vérité. Personne n'est avili par la vérité, au contraire, on est ennobli par elle. » Ce que l'on peut retenir de ce voyage, à travers l'âge d'or, puis le déclin des sciences dans le monde islamique du 9e au 15e siècle, c'est que la science est un langage universel pour l'humanité. Les nombres décimaux sont aussi utiles en Inde qu'en Espagne. Des tables astronomiques établies en Iran peuvent être d'une importance capitale pour un astronome occidental. Les principes mathématiques de Newton se vérifient qu'ils soient écrits en arabe, en anglais ou en latin. Ce que les scientifiques de l'islam médiéval avaient compris et ont parfaitement su exprimer, c'est que la science est une langue commune à toute l'humanité. Les lois de l'homme peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais les lois de la nature restent immuables pour tous les êtres humains.